Alors, du coup, je vais commencer. Alors, je vais parler beaucoup moins que Léa. Moi, c'est un peu le trait d'union par rapport à ce que je viens de vous présenter. Puis après, je laisserai la parole à Léa pour la plus grosse partie de la présentation. Donc, on reverra le contexte réglementaire. Alors, je me baserai sur ce que je viens d'expliquer juste avant. On verra plutôt par le jeu des différences par rapport au contexte américain, comment on le planifie. Puis après, on va focus sur l'évaluation sommative ou évaluation de validation. Et la question, est-ce qu'on doit toujours faire des tests lors de la validation? Donc, si on reprend un peu le contexte réglementaire, ça, je vous en ai déjà parlé juste avant, donc je passe très rapidement. C'est les normes appliquées au niveau européen. Et en fait, si vous prenez la FDA, donc c'est le 21 CRF 820 qui est utilisé. Alors, les normes sont reconnues au niveau de l'FDA, mais ce qui fait surtout quoi, c'est la guidance qui a été éditée en 2016, qui décrit toute la méthode de conduction, enfin comment vous devez conduire, documenter et planifier les évaluations pour la usability, donc pour reprendre le terme US. Donc si on prend une définition du process, donc là c'est de la 62.366. Donc là c'est un process qui permet au fabricant d'évaluer et de réduire les risques associés à une utilisation correcte. Donc souvenez-vous du petit schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Correct, c'est quelque chose qui n'est pas anormal. Les gens sont de bonne foi, pensent bien faire, et parfois ils font des erreurs parce que c'est pas clair, c'est pas intuitif, ou ils sont fatigués, ils pensent à autre chose. Et si on reprend ce qui est marqué dans la FDA, donc finalement, donc là l'objectif c'est d'assurer que l'interface a été conçu de manière à ce que les erreurs d'utilisation, donc on retrouve les mêmes termes, qui peuvent survenir, soient éliminées ou réduites dans la mesure du possible. Donc c'est des termes différents, mais finalement, là, dans la philosophie, c'est exactement la même chose en fait. On doit identifier les erreurs, on doit concevoir, on fait l'évaluation, on regarde finalement si les erreurs, si les risques résiduels sont acceptables pour l'ergonomie. Donc là, je vais reprendre un peu le process que je vous ai montré. L'idée, c'est de vous montrer que dans l'approche, c'est assez similaire. En tout cas, dans la philosophie, c'est assez similaire entre la FDA et l'Europe. Là, ici, ce qui a été mis, c'est que les termes changent un petit peu. Par exemple, spécification d'utilisation, analyse des risques. Là, c'est analyse des risques d'usage et analyse préliminaire. Finalement, ça correspond à peu près aux mêmes choses. Là, on parle de conception. Là, on parle de développement, implémentation et des mitigations, mesures de maîtrise du risque. C'est un terme qui est différent, mais finalement, on parle de la même chose. Donc, formatif, c'est pareil. Sommatif, c'est évaluation de validation. Et pour l'Europe, on parle de synthèse du dossier d'aptitude. Et aux États-Unis, c'est le Human Factor Engineering Report. Et voilà. Donc, c'est à peu près, c'est assez facilement superposable. Alors, ce qui est commun aux deux processus, ça reprend un peu ce que je viens de dire juste avant. Donc, tout ce qui est spécifique d'utilisation, analyse des risques, analyse d'événements sur les effets indésirables déclarés, biblio. Alors, juste par contre, sur l'analyse des risques d'usage, il faut quand même faire la transposition. L'idée, c'est de se dire que comme les États-Unis, c'est un contexte qui est différent de ce contexte européen. Parfois, c'est pas les mêmes utilisateurs, ils font pas exactement les choses de la même façon. Donc, il faut quand même s'assurer qu'il n'y a pas de contexte culturel qui viendrait impacter ça. Donc, il faut quand même faire une petite analyse de l'activité, au moins pour s'assurer de la transposabilité. Mais tout ce qui est plan d'évaluation, protocole d'évaluation, formative, rapport formatif, c'est pareil. Là où il y a une vraie différence, c'est sur le protocole sommatif ou d'évaluation de validation pour les US. Donc ça, je passe très rapidement et Léa détaillera juste après. Là aussi, du coup, un peu l'asymétrique, le rapport est un petit peu différent. Les exigences ne sont pas exactement les mêmes. Même si la philosophie reste très proche, c'est les mêmes documents de base, la mise en œuvre est un petit peu différente. Et ainsi que sur le dossier d'aptitude à l'utilisation. Ça marche. Bon, je vais essayer de ne pas parler très longtemps. Admirer la photo de Florian qui est dans l'équipe il y a quelques années. Donc, spécificité du process FDA que vous connaissez peut-être, qui est une chance et qu'on vous recommande fortement, c'est la possibilité de soumettre votre protocole à l'FDA avant de réaliser vos évaluations de validation. C'est-à-dire que vous pouvez faire valider beaucoup de choses avant d'aller vous déplacer à l'FDA, parce que je vais venir après, l'FDA demande à ce que vous testiez votre dispositif auprès d'utilisateurs américains. Ils n'accepteront pas, vraiment très peu de chances que vous le fassiez avec des utilisateurs européens, qui considèrent comme trop différents.
Donc, ça peut être vraiment très intéressant de soumettre une première version de votre protocole pour faire valider donc la démarche globale, le nombre de participants que vous allez inclure dans vos tests, donc de validation, l'équivalent de la sommative, et le profil. Comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, on demande 15 participants par groupe de profil. Donc, si vous avez, admettons, un profil infirmière et un profil médecin, qui font des tâches différentes, qui ont des connaissances différentes sur le dispositif, il est possible que vous deviez faire 30 tests. Donc, ça peut valoir le coup de faire valider à la FDA parce que ça nous est déjà arrivé que la FDA nous dise que il n'y avait pas besoin de dupliquer. S'il n'y a pas besoin de dupliquer, ils ne vont pas vous demander énormément si c'est justifiable, si ce n'est pas logique. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, le contrepartie de ça, c'est qu'il va falloir prévoir dans votre planning projet un petit délai d'obtention des retours. Une fois que vous avez soumis votre protocole, il va falloir attendre un retour de la FDA qui est plus ou moins rapide. Là, je vais faire un focus très pratique sur l'évaluation, donc sommative en Europe et un petit peu les différences avec celle aux États-Unis. Donc, au niveau des participants, donc j'ai commencé à vous le dire, pour l'évaluation sommative en Europe, participants européens, participants américains acceptés pour l'instant. C'est là où ça peut être intéressant de faire vos études aux États-Unis et d'éventuellement vous en servir pour l'Europe. Avec des grosses conditions, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, il faut quand même s'assurer que du coup, les deux environnements de test et vos profils utilisateurs soient similaires. C'est ce qu'on a écrit là, un petit astérix de petites conditions générales de vente. Forcément, il peut y arriver, par exemple, sur un dispositif, je ne sais pas, de technicien de radio, le profil va être assez différent aux États-Unis. Ils vont pas faire forcément les mêmes tâches, les tâches sont pas partagées pareil avec le radiologue, etc. Donc voilà, c'est quand même soumis à une bonne spec avant et une analyse de risque un peu bien faite. Et donc j'ai commencé de vous dire pour les USA, on prend des participants résidents aux US uniquement, donc voilà, obligation de faire les tests là-bas. Au niveau des tâches que vous allez sélectionner dans votre protocole et que vous allez demander de faire à vos participants, c'est globalement similaire, c'est des dénominations différentes. La 62366, elle vous dit de évaluer les scénarios d'utilisation relatifs aux phénomènes dangereux. Donc, comme l'a dit Nico, on fait une sélection au niveau de la gravité et du risque. On ne prend pas tout, ou on prend tout si on a assez peu de risques et qu'on veut être très exhaustif. Par contre, la FDA, ce qu'elle vous demande, ça va être d'évaluer ce qu'ils appellent des critical tasks. Donc, dans la définition, c'est assez proche. Critical tasks, on comprend ça comme les tâches de l'utilisateur qui, si elles ne sont pas effectuées si elles sont effectuées de manière incorrecte ou pas effectuées du tout, ça peut causer un dommage grave au patient ou à l'utilisateur. En sachant que la FDA définit le dommage comme incluant des soins médicaux compromis. Donc, c'est pas forcément blessure de l'utilisateur, ça peut être un soin médical compromis. Donc, voilà, concrètement, on fait l'analyse de risque, on sélectionne les risques et on sélectionne les tâches à évaluer. Donc là, pareil, des petites dénominations différentes. La norme 62366 va vous dire de sélectionner le scénario comme je vous l'ai dit. Donc, pour tous les DM, on va forcément passer par la sommative avec les nuances sur lesquelles est déjà rebondi Nicolas. Sauf si on peut importer, voilà, c'est ce qu'on disait Nicolas tout à l'heure, à part si vous pouvez apporter la preuve que vous n'avez pas du tout de possibilité de faire des tests. Par contre, autre spécificité de la FDA, on dirait un petit peu plus tout à l'heure, mais si vous prouvez qu'il n'y a pas de tâches critiques sur votre dispositif, il n'y aura pas forcément besoin de faire des tests utilisateurs. Ça peut être la bonne nouvelle pour certains fabricants. Donc, c'est sous des conditions un petit peu assez quand même précises sur lesquelles je reviens tout à l'heure. Voilà, donc on sélectionne uniquement les risques critiques. Comment ça se traduit dans le protocole assez concrètement, dans votre protocole FDA? Ce genre de tableau ou en tout cas de méthodologie va être attendu. On va vous demander, pour chacune de vos tâches que l'utilisateur va réaliser dans tous ses cycles de vie avec le dispositif, on va vous demander déjà de les lister. Pour chacune, après, il va falloir venir dire, est-ce que
par rapport à ces tâches, j'ai des risques d'usage. Donc, si on n'a pas, il n'y en aura pas. Donc, comme ça, vraiment, le protocole, c'est là aussi où il est assez différent de la sommative Europe. Il est très descriptif. Il est vraiment assez long. Pour chaque scénario, après, vous allez venir dire, est-ce que le risque, il est critique ou pas? Donc ça, c'est à vous de définir votre seuil. En fonction de votre plan de gestion des risques, vous avez tous des cotations différentes. En fonction du dommage, vous allez venir définir le seuil. Vous sélectionnez tous ceux qui sont au-dessus. Et donc, dans le cas où le risque il est critique, on va devoir venir dire comment il est évalué. Donc, dans la grande majorité des cas, on va venir dire qu'on l'évalue dans nos tests utilisateurs. Et donc, j'ai commencé à dire, est-ce qu'on doit toujours faire des tests utilisateurs pour l'évaluation de validation aux US? Bon. Il y a une guidance en draft de 2022 qui est assez claire, assez concise sur le sujet. Elle vient d'écrire dans quel cas on est obligé de faire des tests et dans chacun des cas, que doit contenir le HFE report. Donc le HFE report, pour rappel, votre dossier de synthèse de toute votre démarche usability US. Dans cette draft, il y a un schéma qui peut faire peur au premier abord, mais qui en fait est assez simple. On vous demande de vous poser une première question. Est-ce que votre DM, c'est une nouvelle version d'un DM existant? Est-ce que vous avez déjà fait une première version ou pas du tout? Si c'est le cas, si c'est une nouvelle version, est-ce que vous avez modifié l'interface utilisateur, les utilisateurs prévus, les utilisations prévues, les environnements, la formation, le labeling? Faire un peu la liste de tout ce qui a été modifié. Si vous n'avez rien modifié, donc en fait vous avez fait une nouvelle version mais qui va être globalement transparente pour l'utilisateur, dans ce cas-là, on ne vous demande pas de refaire forcément des tests. Et là, du coup, c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez fournir, donc vous fournissez toujours un HFE report avec une conclusion, un résumé global de la démarche, tout ce que vous avez fait au niveau des risques. Mais ce sera tout. Après, si votre DM il est nouveau, c'est pas une nouvelle version d'un DM qui existe déjà, vous allez passer par la phase d'analyse des risques. Et en basant sur les risques, deux cas de figure. Soit c'est un dispositif qui est complètement nouveau, on va vous demander de dire est-ce qu'il y a des tâches critiques. Donc pour savoir ça, forcément, vous allez passer par la phase d'analyse des risques. Et si c'est un dispositif qui a été modifié, il va vous demander est-ce que vous avez modifié, ça va avoir, donc on serait plutôt dans ce cas-là, dans les modifications que vous avez faites, est-ce qu'il y a des modifications sur les risques? Est-ce que vos modifications elles peuvent induire des nouveaux risques? Et là, si jamais c'est pas le cas, on est plutôt sur une soumission de catégorie 2. Il n'y a pas de tâches critiques, il n'y a pas de nouvelles tâches, vous n'avez pas fait de modifications qui peuvent induire des tâches. Donc, dans ce cas-là, je vous montrerai après, mais on n'est pas forcément obligé non plus de faire des tests. Par contre, dans le cas où c'est un dispositif nouveau entièrement, il y a des impacts sur les risques, on serait plutôt dans le cas de la soumission catégorie 3, donc avec un HFE report complet, des tests aux États-Unis, etc. Je vais vous montrer des petits exemples qui seront peut-être plus clairs. Donc, c'est des exemples qui sont dans la draft, donc là, je les ai réduits. Si jamais vous voulez aller les revoir, ils sont très bien décrits dedans. Donc mon exemple 1, c'est un logiciel de détection de lésions. Le DM, il est déjà commercialisé. Il a déjà eu le FDA Approval. Mais le fabricant, il a modifié l'algorithme de détection des lésions. Toutes les modifications ne changent pas l'interface utilisateur. Donc c'est transparent pour l'utilisateur. Donc dans ce cas-là, oui, il y a une modification. Mais non, il n'y a pas eu de modification sur les risques, etc. Donc, on serait dans la catégorie 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et après, je vous dirai dans cette catégorie-là, qu'est-ce que vous devez inclure dans votre HFE report. Donc là, c'est entre guillemets un exemple assez simple. Autre exemple, là, il n'y a pas eu de version avant. C'est vraiment un tout nouvel oxymètre portable. Donc, on met au bout du doigt pour mesurer la saturation en oxygène. Donc, que ce soit à domicile ou en établissement de santé. Et ce fabricant, par contre, n'a jamais commercialisé lui-même d'autres oxymètres avant. Il utilise un prédicat d'un autre fabricant.
Par contre, c'est un dispositif qui comprend aucune alarme ou interprétation des niveaux d'oxygène, et c'est vraiment ça qui va être important. Donc, est-ce que c'est une nouvelle version d'un DM? Non. En se basant sur l'analyse des risques, est-ce qu'il y a des tâches critiques? Dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas d'interprétation des niveaux, c'est un dispositif qui va juste fournir une information, on considère qu'il serait plutôt dans la catégorie 2. Donc, on va venir fournir une justification qui décrit pourquoi il n'y a pas de tâche critique. Bon, vous vous doutez où je vais en venir avec l'exemple 3. C'est une toute nouvelle version d'un appareil d'anesthésie qui régule la quantité de gaz anesthésiant. Il est déjà commercialisé aux US, mais le fabricant il a modifié entièrement l'interface graphique de l'écran tactile du DM. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est ajoutée. Le manuel, les supports de modification seront modifiés. Donc là, bon, modification de beaucoup de choses ici. Et évidemment, ça va impacter votre analyse des risques d'usage, parce que toutes les mitigations vont être changées. Il y a de la nouvelle fonctionnalité, l'interface graphique, la manière dont elle peut être comprise va changer. Donc là, ce sera la catégorie 3. Donc, on va faire le HFE report complet et on va redécrire toutes les tâches critiques. Ici, c'est aussi un tableau qui est dans la version draft de la norme, qui vient vous dire donc pour chacune des catégories, en fonction de votre situation, qu'est-ce que vous devez inclure dans votre HFE report. Donc, catégorie 1, il va vous demander juste une conclusion et un résumé global de la démarche. Nous, dans tous les cas, je l'ai mis en plus clair parce que pour justifier des risques, on vous conseille quand même, et puis vous en aurez forcément une d'analyse des risques d'usage, enfin, certainement. On vous conseille quand même de revenir dans votre HFE report là-dessus. Forcément, catégorie 2 et 3, dans tous les cas, la conclusion et le résumé global de toute la démarche d'aptitude à l'utilisation, enfin de l'usabilité que vous aurez faite, on va toujours venir la mettre. Après, catégorie 2 et 3, on va vous demander de revenir de manière assez précise quand même sur la description de vos utilisateurs, les indications, l'environnement d'usage, s'il y a une formation ou pas, décrire votre interface utilisateur, résumer des problèmes connus, donc ce que disait Nicolas tout à l'heure avec une recherche biblio. Même chose pour la catégorie 3. Après, analyse préliminaire, donc pareil, ce dont il vous parlait tout à l'heure, les problèmes déjà connus sur ce type de dispositif ou sur d'autres, on va vous demander dans la catégorie 3 sur, et nous on vous conseille dans la 2, analyse des risques d'usage forcément dans la catégorie 3, et après les tests d'évaluation et de validation, évidemment, qui seront à décrire dans votre HFE report. C'est à peu près tout ce que j'avais pour la FDA. Je pourrais en parler bien plus longtemps parce qu'il y a énormément de choses à dire, notamment sur la mise en place des tests par la FDA. Il y aura, donc, voilà, commencer un petit peu de vous en parler. Il y aura quand même des petites différences encore que j'ai pas abordées ici. Par exemple, si, j'y pense maintenant, si j'ai fini, si vous avez des formations obligatoires avant l'utilisation pour votre produit, il faudra les faire donc, dans tous les cas, que vous soyez en Europe ou à la FDA. Mais dans le cas de la FDA, elle va demander, dans la plupart des cas, un jour d'écart entre les formations que vous allez faire et les tests utilisateurs. Donc pareil, dans votre planning, si vous devez aller faire des tests aux États-Unis, c'est des choses à avoir en tête. Il y a plein de petites bonnes pratiques comme ça, à savoir, à anticiper un petit peu, mais rien de méchant. Voilà, j'ai essayé d'aller vite. Ouais, 25. Même pas beaucoup. Il y a des questions. En attendant les questions, on a fait un petit memento de la norme, recto verso, hein, c'est l'essentiel en 2 pages. Donc ils sont sur la table basse à côté, n'hésitez pas, tout ce qui est là-bas, vous pouvez le prendre, ça les vaut. Est-ce que tu as des questions de ton côté, Fabien? Pour l'instant, c'était très calme. Très bien. Tout le monde dans la main, tout le monde.
On comprend. Non, j'ai une petite question concernant le memento, s'il allait être dispo en PDF. Je te retourne la question, très bien. Tu mettre le memento en PDF. Ouais, Si ça intéresse les gens. Oui, si ça intéresse, je pense qu'il n'y a pas de problème sur le chip. Non, il fallait mettre sur place. Il n'y a pas de questions. Si toutefois vous en avez, n'hésitez pas à nous rencontrer pendant la journée. On sera là pour vous répondre. Je pense que tout le monde a faim maintenant. Donc, je vous inviterai à passer au buffet apéritif, juste derrière vous, là où il y avait le rendez-vous qui a fait ce matin. Puis, Comme il dit aussi, alors malheureusement pour Clémence, elle va animer pendant la pause du repas l'atelier Stracking, donc n'hésitez pas. Soit vous portez volontaire pour un petit peu, ça donne 2-3 minutes, ça fait pas mal. Laissez pas aussi les voir. Faites-le plutôt quand vous l'avez fait une fois, parce qu'après vous serez biaisé. Et après, vous pourrez aller voir dans la régie un peu comment ça se passe. Vous voyez les personnes en temps réel explorer Et vous avez aussi le petit quiz, le petit jeu concours. Vous pouvez gagner une magnifique lot comme une bière, du poche flèche, vos spéculoos. C'était pas joué. Donc pour toutes les personnes en ligne, ça va être l'heure de l'atelier eye tracking. Bon, comme vous n'êtes pas présent, je vais quand même vous partager le petit quiz pour tenter de gagner le lot. Pour répondre directement à la question, là, travailler avec des sociétés aux USA, en fait, on travaille effectivement avec des partenaires qui recrutent et qui organisent les tests, qui nous permettent d'aller sur place et d'effectuer les évaluations et de repartir avec les données. Voilà.